Je me présente, je m'appelle Franck Baudouin, je suis avocat et ce matin, j'interviens sur les problématiques qui suivent la création d'entreprise. Donc, une fois que vous avez mis en place votre structure, l'idée, c'est de voir ensemble les principales problématiques qui se posent, notamment pour sécuriser et valoriser la propriété intellectuelle, optimiser les contrats, voir aussi tout ce que vous devez déployer comme démarche de conformité par rapport aux questions des données personnelles. D'une manière générale, envisager un peu les grandes problématiques du commerce électronique, toute la question des mentions obligatoires de site internet et ce genre de choses. Donc, ce que je vais vous proposer d'utiliser comme support pour avoir une approche vraiment très pratique, hein, l'idée ce matin, c'est d'essayer de parcourir ensemble ces problématiques, de pouvoir avoir une interactivité. Donc, je vois qu'on est assez nombreux et donc n'hésitez pas à interagir soit en prenant la parole, soit via le chat. Moi, de mon côté, donc le support que je vous propose d'utiliser aujourd'hui, c'est un site internet, mon site internet et plus précisément une page. Et à partir de cette page, on va pouvoir voir un certain nombre de points clés qui seront résumés, de liens vers des infographies, de liens aussi vers des guides plus approfondis, vers des petites consultations qui sont toutes prêtes en ligne, et aussi vers des modèles. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir regarder ça ensemble concrètement, regarder les modèles, que je puisse vous donner un aperçu global et à l'aide de cette présentation et des modèles auxquels vous garderez l'accès, que vous puissiez donc mettre en place très rapidement tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer au plus vite. Juste un petit questionnaire comme ça. Est-ce que vous êtes tous des créateurs d'entreprise ce matin? Oui. Oui. Alors, en Oui. même temps, je continue à prendre mes tu vas avoir une marques cacophonie. la conversation. Voilà, j'ai la conversation. Ok, parfait. J'organise mes fenêtres. Est-ce qu'il y a par contre des entreprises créées? Ok, donc je vois que en tout cas, les personnes qui répondent sont des créateurs d'entreprise. Oui. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que si vous avez déjà créé votre entreprise, vous pouvez être aussi concerné, bien sûr, si vous êtes toujours dans un stade de lancement. Et donc, c'est vraiment cette optique qu'on va adopter ce matin. En cours, micro-entreprise, oui, parfait. On voit comme toujours le grand dynamisme qu'il y a à Courbevoie avec toutes ces entreprises qui se créent. Donc, je vais tout de suite vous donner, alors merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je vais tout de suite vous donner le lien vers la page. Et donc, plutôt que de partager l'écran, ce que je vous propose, c'est que vous accédiez directement à la page en même temps. Donc, dans un autre onglet. Alors, attendez, ce n'est pas la bonne page celle-ci. Je vais copier le lien. Voilà. Je vous donne un lien qui est idroit.co/entreprendre. Donc, pour ceux qui n'auraient pas la conversation ou pour lesquels ce ne serait pas facile de cliquer sur ce lien, vous pouvez ouvrir un navigateur et donc l'adresse, c'est idroit.co, i avec un i et ensuite droit, droit.co/entreprendre. L'idée, c'est que cette page, c'est un peu une synthèse, c'est mon support de présentation de ce matin. L'intérêt par rapport à une présentation Keynote ou PowerPoint, c'est que avec ça, on va pouvoir être directement dans le concret. Vous avez les notes, des idées principales, et puis ensuite les liens vers ce que je vous propose de voir ce matin. Donc, bon, le tout premier point, vous en avez déjà parlé précédemment. Donc, créer l'entreprise, je ne reviens pas dessus.
Il y a un certain nombre de liens qui vous sont donnés si vous voulez approfondir certaines questions. Notamment voilà, tout ce qui va concerner l'analyse juridique de faisabilité de la création d'entreprise, toutes les problématiques liées à l'activité, liées aux qualités des créateurs, à ce genre de choses, et notamment aussi à la forme d'entreprise adaptée, les comparaisons qu'on peut faire entre les différentes structures. Moi, je vais commencer du coup mon intervention directement sur la protection de la propriété intellectuelle. L'idée étant que c'est quelque chose qui concerne toutes les entreprises, ne serait-ce que si vous n'avez pas une préoccupation particulière de protéger vos actifs, vous devez à tout le moins vous assurer de ne pas enfreindre des droits antérieurs, des droits de tiers. Et donc, c'est ce qui fait que quand vous créez une entreprise, vous devez à minima vous poser la question au moment du choix de la dénomination sociale, de savoir si vous avez le droit d'utiliser cette dénomination sociale et sans porter atteinte à des droits antérieurs. Et donc, ça vous conduit à faire une recherche d'antériorité. La recherche d'antériorité, c'est quelque chose qui est généralement utilisé dans le domaine des marques. Au-delà de savoir si vous ne portez pas atteinte à des droits antérieurs, ça peut vous permettre de mieux évaluer l'originalité d'un nom, d'un signe, d'une marque. Donc, dans les liens qui se trouvent sous cette rubrique, vous trouverez notamment un guide pratique pour effectuer vous-même une recherche d'antériorité de dénomination sociale ou de marque. C'est le même procédé pour toute recherche d'antériorité concernant des signes distinctifs. Donc, je vous mets le lien dans la conversation pour que personne ne soit perdu en route. Donc voilà, cette page, je ne vais pas la commenter plus que ça avec vous. Hein. L'idée, c'est de vous y référer. Dans cette page, je vous explique exactement la démarche que moi, je suis pour faire ce que j'appelle une recherche d'antériorité limitée. C'est toujours limiter une recherche d'antériorité parce que vous ne pouvez pas chercher dans le monde entier. Et donc, vous êtes obligé de vous limiter à certaines sources. Donc, la méthode de base, c'est de dire, a priori, si on a une activité qui va plutôt être lancée en France et qui va plutôt rayonner dans un premier temps en France, c'est d'analyser la base des marques de l'INPI. Donc, c'est le premier lien que vous avez sur la page que je viens de vous donner. En cliquant dessus, vous arrivez directement sur la base des marques. De là, vous pouvez lancer une recherche sur le signe. Et donc, la base des marques va vous donner les marques françaises de l'Union européenne et les marques internationales qui désignent la France qui sont enregistrées. Donc, avec ça, vous allez déjà faire le tour de pas mal de choses. Ensuite, pour compléter cette recherche d'antériorité qui est ciblée sur les marques avec la base de l'INPI, il faut passer sur le registre du commerce et des sociétés, Infogreffe, parce qu'avec cette base de données-là, vous allez cette fois-ci englober les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les sigles. Bref, vous avez accès à beaucoup plus d'informations que simplement les marques. Or, si vous voulez déposer une marque, dans le cadre de la recherche d'antériorité, les droits antérieurs peuvent être des marques, mais peuvent être aussi autre chose, des enseignes, des noms commerciaux, des dénominations sociales. Donc, on ne peut pas se cantonner à une recherche dans la base de l'INPI. Il faut aller sur le registre du commerce et des sociétés. Avec ces deux bases-là, vous avez fait le tour pour la France de la plupart des signes qui pourraient être déposés, enregistrés. Ensuite, il faut élargir en faisant dans des moteurs de recherche une recherche qui va vous permettre d'appréhender d'autres signes que des signes qui seraient déposés. Parce qu'on peut avoir des droits antérieurs sur un signe sans pour autant l'avoir déposé, même si c'est des droits qui sont plus fragiles. Néanmoins, ça pourrait vous être opposé. Et donc ensuite, il faut élargir dans un moteur de recherche. Et par définition, alors sur certains signes, il peut arriver de manière plutôt rare quand même qu'on ait très peu de pages de résultats parce que c'est un signe très original qui visiblement est quasiment pas utilisé. C'est quand même assez rare. Et donc,
en général, on va avoir beaucoup de pages de résultats. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à analyser précisément ce qui peut poser problème et ce qui ne pose pas problème, et puis où on s'arrête en termes de volume. Donc, généralement, on se dit que la première page, c'est un strict minimum. Il faudrait aller clairement jusqu'à la deuxième, troisième page systématiquement, et peut-être un petit peu au-delà en fonction des premiers résultats. Et puis, la dernière chose, c'est d'aller voir dans les bureaux d'enregistrement de noms de domaine, donc prendre des sites comme Gandhi, comme OVH, One and One, etc. Et de tout simplement chercher avec votre nom différentes extensions, sachant qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'extensions qui sont disponibles. Et l'idée, c'est que là encore, ça va vous donner un bon aperçu de l'utilisation possible du signe que vous envisagez. Voilà, et donc tout ça, vous pouvez le faire gratuitement. La particularité de la recherche d'antériorité, c'est que ce qui est stratégique, en fait, c'est d'analyser les résultats. Donc, vous-même, vous pouvez très certainement vous rendre compte de la possibilité ou pas du tout d'utiliser un signe. Donc, quand c'est assez net, c'est-à-dire si ça paraît totalement impossible parce qu'il y a déjà une marque qui est quasiment la même, etc. Ou si au contraire, il n'y a quasiment rien. Donc, en fait, dans ces deux extrêmes-là, a priori, c'est plutôt facile d'imaginer que ça doit pouvoir être bon, sachant qu'on n'a jamais de garantie à 100%, mais il y a des circonstances dans lesquelles on n'a pas tellement de doutes et faire des recherches approfondies ne va pas avoir une forte valeur ajoutée. En revanche, dans tous les cas où on trouve pas mal de résultats, mais c'est pas clair, c'est pas évident si déjà est-ce que c'est vraiment identique ou est-ce que c'est vraiment trop proche, est-ce qu'il y a un risque de confusion. Quand on est dans cette zone-là, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué. C'est une analyse au cas par cas. Avec l'habitude, on peut avoir on peut gagner un peu de sérénité, de sécurité, de rapidité et de clarté sur la compréhension des choses, mais ça peut parfois, en fin d'analyse, rester de toute manière relativement ambigu et avec un degré de risque qu'il faut appréhender, maîtriser, et ensuite sur la base de ce risque, on prend ou non une décision. Donc, voilà pour ce qui est de la recherche d'antériorité. Donc, je vous laisse pour le reste découvrir par vous-même les différentes bases que je viens d'évoquer rapidement. Dans les liens toujours, donc je reviens sur ma page idroit.co/entreprendre, hein, protéger et valoriser la propriété intellectuelle. Dans les petits points là, je fais un petit focus sur la marque, parce que la propriété intellectuelle, c'est large, il y a bien d'autres choses que la marque, mais ici, l'idée, c'est de voir le tronc commun, on va dire, pour tous les créateurs d'entreprises, c'est certainement la marque, parce que la marque permet de protéger n'importe quel signe, notamment la dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine, une enseigne, un sigle. Mais ça permet aussi de déposer des choses plus visuelles, comme un logo. Et donc, du coup, la marque est très certainement le mécanisme le plus intéressant pour tous les créateurs d'entreprises, et vous devriez vous poser la question de savoir s'il est pertinent, dans votre cas, de protéger votre dénomination sociale avec un dépôt de marque. L'intérêt principal de la marque, pour faire simple, c'est que la marque est valable 10 ans, mais cette période de protection est renouvelable indéfiniment. Donc concrètement, vous avez la possibilité de protéger perpétuellement avec des renouvellements, hein, mais de protéger continuellement votre signe. Et donc voilà, pour un nom commercial, pour une dénomination sociale, pour une enseigne, un nom de domaine, c'est une protection qui est intéressante, sachant que si vous déposez un nom de domaine, vous n'avez pas spécialement de droit de propriété intellectuelle. Le dépôt d'un nom de domaine en soi ne vous protège pas. Ça garantit juste que quelqu'un ne va pas pouvoir acheter le même nom de domaine avec la même extension que vous, mais il pourrait très bien acheter un nom de domaine proche. Par exemple, droit.co, ça n'empêche pas du tout de déposer droit.com. Donc, l'intérêt de la marque, c'est que si votre nom de domaine est distinctif, ce qui n'est pas le cas
dans mon exemple de droit.co. Droit.co est un nom qui n'est pas distinctif. En tout cas, ce qu'il y a avant l'extension droit, ça n'est pas distinctif. En soi, droit n'est pas protégeable. Mais si vous avez une autre approche, comme par exemple votre nom, imaginons, c'est Google. Google, ce qui est avant l'extension, quelle que soit l'extension, .com, .fr, etc., Google en soi est un signe distinctif et donc c'est susceptible de protection. Donc voilà, il faut analyser au cas par cas en fonction de votre situation, mais votre dénomination sociale n'est pas forcément distinctive, encore que, a priori, si c'est la boucherie du marché, par exemple, effectivement, c'est relativement générique. Mais assez souvent, les dénominations sociales ont quand même un but d'identifier une société. Et donc, si on est en tout cas dans une démarche d'avoir une dénomination sociale qui soit relativement originale et qui constitue en fait une sorte de nom commercial, une marque, l'idée, c'est très certainement de faire un dépôt de marque pour protéger réellement ce signe, parce que le simple usage à titre de dénomination sociale, à titre de nom commercial, à titre de nom de domaine, ne confère pas une réelle protection comme peut le faire le dépôt de la marque. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Juste, excusez-moi. Bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la marque. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je vous entends. Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer directement au point d'après. Donc, juste sur la marque, vous avez différents liens. Là, j'ai fait un zoom sur la recherche d'antériorité, mais sur la page, vous avez un lien, notamment un lien vers une infographie que je vous mets, dans le lien, que je vous mets dans la conversation. Il y a quelqu'un qui vous parle. Ah, il y a une question que je n'entends pas? Oui, on ne t'entend pas, Franck. Tu ne nous entends pas, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, bonjour. Vous entendez ou pas? Non. A priori, le monsieur n'entend pas. Alors, écoutez, il y a un problème visiblement. Eric, est-ce que tu peux parler pour voir si le Oui. problème est… Tu parles là? Ouais. Bon, alors, visiblement, effectivement, il y a un problème d'audio. Bon, en attendant, si vous pouvez poser votre question par écrit, en attendant que j'essaie de comprendre d'où ça peut venir, parce que là, je suis dans les paramètres et je vois qu'en micro, j'ai bien mon micro, intervenant identique à système. Alors, je vais faire haut-parleur du Mac. Peut-être que c'est ça. Eric, est-ce que tu peux retester de parler? Ouais, tu m'entends? C'est ça. Ok, ouais. J'ai trouvé le réglage. Bon, je ne sais pas comment ça s'était déréglé entre-temps, parce que j'entendais tout à l'heure. Ok. Allez-y, monsieur. Si vous voulez poser votre question, maintenant, je vous entends a priori. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Parfait. Oui, j'aurais une question sur vous parliez effectivement du dépôt de marque, c'est une chose, mais par rapport au non commercial, est-ce qu'il faut à ce moment-là faire aussi la démarche d'une protection du non commercial ou bien quelle est la priorité à donner si on ne peut pas effectivement tout faire? Parce que bon, la dénomination sociale, a priori, il faut peut-être aussi un peu la différencier pour éviter tout problème. Si la marque tombe, on a au moins une dénomination sociale qui est différente. C'est ce que j'ai eu en tout cas comme conseil de la part des gens de l'INPI. Mais c'est vrai que là, ce que vous dites est beaucoup plus, va plus loin et de non commercial. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait une protection de marque, alors, c'est à vous de voir, parce que chaque situation est particulière par rapport à ça. Mais en fait, si je comprends bien en vous écoutant, vous avez finalement deux signes distinctifs qui sont importants pour vous. D'une part, la dénomination sociale et d'autre part, le nom commercial. Si c'est bien le cas, à mon avis, il faut faire 2 dépôts de marque, sans hésiter. Par contre, si votre dénomination sociale est dans votre esprit complètement technique, et n'a aucun intérêt, n'a aucune valeur en soi et que précisément elle est faite que pour être distinguée de la marque, à ce moment-là, aucun intérêt de déposer cette dénomination sociale à titre de marque. Vous n'avez pas besoin d'être protégé. Il faut juste quand même faire la recherche d'antériorité pour vous assurer que vous n'allez pas porter atteinte à des droits antérieurs et qu'on ne va pas vous forcer à changer de dénomination sociale, par exemple. Mais typiquement, ce qu'il faut se poser comme question, c'est
quel est mon actif ou quels sont mes actifs stratégiques et se concentrer sur cela et les protéger. Typiquement, on a des fois des groupes qui choisissent de créer une société qui ne va surtout pas porter la marque, qui ne va surtout pas évoquer la marque pour des raisons diverses et notamment pour des raisons que, en cas de grande difficulté, alors on voit ça par exemple dans le commerce de détail, c'est assez habituel, pour qu'en cas de difficulté, la société opérationnelle qui soit par exemple détient des boutiques qui ne sont qu'un poste de charge dans l'esprit du groupe, c'est un actif parce que ça permet de vendre, mais globalement derrière il y a un loyer, etc. Et ça n'est pas un actif comparable à la marque justement. Et donc l'idée c'est de se dire, eh bien, en cas de procédure collective sur cette société, je n'aurai pas de problème avec ma marque. Donc il y a des fois il peut y avoir une vraie réflexion dans l'idée de dissocier le nom de la marque et la dénomination sociale, et auquel cas, bien entendu, bon, il n'y a pas de stratégie de marque à avoir sur la dénomination sociale si précisément on cherche à l'appeler société XYZ. Parfait, je vous remercie. Et je vous en prie. Donc, alors si vous avez d'autres questions, bon là je vous entends maintenant, et puis sinon vous pouvez aussi les poser via la discussion, hein, donc n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre. Moi, j'ai une autre question par rapport au dépôt de marque. Du coup, est-ce qu'il faut déposer la marque avec un logo, sans logo? Est-ce que si c'est un logo qui nous permet d'être distinctif par rapport aux concurrents, notamment, est-ce qu'il faut le faire en même temps? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à part? Enfin, voilà. Oui, alors là encore, alors c'est une excellente question. Ça va me permettre effectivement d'évoquer certains aspects intéressants. C'est que c'est assez stratégique cet aspect-là. C'est une question de cas par cas. Soit vous avez un doute au terme de votre recherche d'intériorité sur le caractère distinctif de votre marque. Et vous vous dites, il y a des gens qui sont proches parce que le signe est proche, parce que l'activité est proche. Et donc, au global, il y a des choses qui sont relativement proches. Mais pour moi, c'est quand même différent. C'est clairement différent. Ceci dit, je considère à la fin de l'analyse que le risque est assez élevé. Et donc, pour mieux différencier ma marque de la marque des autres et pour éviter un rejet, je vais compléter ma marque verbale, c'est-à-dire le nom, par un aspect visuel, donc typiquement un logo. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir une marque dite semi-figurative, c'est-à-dire elle est à la fois verbale, c'est-à-dire le mot, et à la fois elle a une dimension graphique, l'image. Et donc, vous pouvez avoir une marque qui associe les deux. Et donc, en fait, voilà, vous avez les trois niveaux. C'est soit vous faites une marque purement verbale, soit vous faites une marque purement graphique, c'est purement la représentation, l'image qui est déposée, ou soit vous faites un mélange des deux. Et donc, c'est-à-dire que vous avez à la fois la marque en tant que nom qui est déposé et à la fois une certaine façon d'écrire cette marque. Et donc, on peut choisir l'une de ces trois options en fonction notamment des recherches, des résultats de la recherche d'antériorité et en fonction de la protection qu'on veut avoir. Parce que si vous déposez uniquement une marque semi-figurative, c'est-à-dire en fait un nom et en même temps un logo, eh bien, dans ce cadre-là, quelque part, vous limitez un peu votre champ de protection. Parce que quelqu'un qui va déposer juste le nom sans votre logo, et voire même avec un autre logo distinctif pour justement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, eh bien, sa marque, elle risque d'être valable et vous risquez de ne pas pouvoir l'empêcher parce qu'on va vous dire, mais votre marque est limitée à ce que vous avez déposé et vous avez déposé un nom et une représentation de ce nom en même temps. Donc, lui, il a une marque qui est différente parce qu'il y a une partie qui est commune, le même nom ou un nom très proche, mais lui, il a une représentation très différente de la vôtre avec des couleurs qui n'ont rien à voir, des formes qui n'ont rien à voir, etc. Donc, c'est un peu à double tranchant. Et c'est effectivement une question assez stratégique de savoir que dépose-t-on. L'idéal, quand on a le choix, c'est de déposer d'une part juste une marque verbale parce que ça permet d'identifier en fait tout nom qui va se rapprocher du vôtre d'un point de vue visuel,
c'est-à-dire quand on voit le nom d'un point de vue phonétique, quand on le prononce. Et donc, quelle que soit la représentation graphique qui puisse l'accompagner, quel que soit par exemple le logo qui irait avec. Donc, l'idée, c'est de déposer ça tout seul et de déposer par ailleurs tout seul un logo. Donc, ici, quand on a le choix, c'est généralement ce qu'on préfère. Ok, ça marche. Et juste, du coup, si on part sur une représentation semi-figurative, s'il y a quelqu'un qui crée une marque avec le même nom, un logo complètement différent et qui propose les mêmes produits, là, on peut par contre faire opposition. Si c'est si c'est pas les mêmes produits ou si c'est pas, enfin voilà, si c'est autre chose, c'est pas un souci. Mais si c'est la même chose, il y a moyen de faire une action quand même. Oui. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Mais sachant que vous avez aussi autre chose au-delà de purement l'analyse des marques, hein, dans le domaine des marques, on raisonne en termes de contrefaçon de marque, c'est-à-dire une marque qui est très proche de la vôtre, qui concerne des produits ou des services très proches et qui porte à confusion en un mot dans l'esprit des consommateurs et donc qui vous prive du caractère distinctif qu'a normalement votre marque. Donc ça, c'est la contrefaçon de marque. Mais il y a un autre terrain, il y a d'autres terrains sur lesquels vous pouvez potentiellement agir face à une menace qui pourrait être typiquement la concurrence déloyale, le parasitisme, ce genre de choses où là, on est sur d'autres fondements juridiques, on est en dehors du code de la propriété intellectuelle, on est en dehors du droit de la propriété intellectuelle strict. Et donc, on peut appréhender comme ça un certain nombre de comportements, y compris d'une manière plus souple. C'est pour ça que généralement, quand on a un procès sur des marques, les premières demandes sont, si on est à un stade un peu amont, un peu aval, pardon, si un procès a lieu, parce que des fois, vous allez être dans une phase d'opposition, donc vous allez être informé par l'INPI d'une demande de marque, et là, vous allez vous opposer. Donc ça, c'est une procédure un peu administrative, et là, l'idée, c'est pas de faire annuler la marque, c'est de faire que la marque qu'on est en train de déposer ne soit jamais déposée, ne soit pas une marque. Mais si on a passé ce stade et qu'on est au stade où la marque existe et que donc on veut la faire annuler, l'idée, généralement, c'est d'agir en contrefaçon de marque, d'assigner en contrefaçon de marque, mais à titre subsidiaire, on invoque les problèmes qui se posent sur le terrain d'autres fondements juridiques que la contrefaçon, à savoir le parasitisme et la concurrence déloyale qui donnent plus de souplesse. Plus de souplesse pour celui qui veut faire protéger sa marque. Donc, voilà pour les marques. Bon, c'est un vaste sujet. L'idée, c'est qu'avec les liens que j'ai mis sur la page, alors j'imagine pour le coup que ça fonctionne, que vous n'avez pas de problème avec ma page Internet. Donc, moi, j'essaie d'y revenir. Donc, voilà, je vais pas commenter tous les liens, hein, je vous laisse découvrir. Mais l'essentiel, c'est de bien retenir comment on fait une recherche d'antériorité. Et effectivement, quelle stratégie on adopte pour déposer sa marque. Alors ensuite, je vous propose d'aborder l'autre point qui est sécuriser les contrats. Alors là, je vais vous dire ce matin, hein, tout ce dont je vous parle, je vais vous dire, c'est au cœur de l'activité de toute entreprise. Et c'est vrai, quand on crée son entreprise, on peut se dire, bon, moi, je suis tout petit, je vais pas, propriété intellectuelle, c'est des grands mots. Certains n'ont même pas effectivement le besoin d'avoir une dénomination sociale, un nom commercial qui soit fort, parce que par exemple, dans le domaine des services, on a juste besoin d'avoir une structure. Et si on pense que son business, enfin, c'est pas une généralité, hein, il y a des services qui sont au contraire sur l'innovation, etc. Mais il peut y avoir des services qui sont plus sur de l'institut personae et de dire, moi, je monte mon activité de conseil ou de coaching, etc. Ça sera du bouche à oreille, ça sera de l'institut personae, c'est pas ma marque. Mais ce que je voulais vous donner comme réflexe, c'est que, en fait, si vous devez quand même vous intéresser un peu aux problématiques de propriété intellectuelle parce que typiquement, vous pouvez, sans le vouloir, sans le savoir, porter atteinte à des droits de tiers. Pour les contrats, c'est un peu la même chose. On peut se dire, bon, moi, je vais avoir une activité basique, très simple, etc. Mais il n'empêche que par définition, tout ce que fait une entreprise, toutes ces activités consistent en la conclusion de contrats. Enfin, une énorme partie de ces activités.
On peut faire des contrats sans même le savoir parce que le contrat peut tout à fait être oral. Ça n'est pas dans la définition du contrat qu'ils doivent être exprimés sous une forme écrite. Donc, c'est là aussi qu'il faut être vigilant, c'est que vous pouvez faire, comme certains de la prose, des contrats sans le savoir. Donc, bien sûr, quand un contrat est oral, la difficulté, c'est de prouver l'existence de ce contrat, c'est de prouver le contenu de ce contrat et vous n'avez certainement pas intérêt à ce flou juridique. Quand vous créez votre entreprise, il faut envisager la question des contrats comme une zone potentielle de risque. Et donc, ça vous demande de sécuriser les choses, mais ça peut être aussi une zone potentielle de grande optimisation, puisque finalement, les contrats vont encadrer votre activité. Généralement, donc, je sais que vous avez une intervention, vous avez eu une intervention de plusieurs intervenants, dont Roland, dont Antoine Bassi, qui vous ont parlé des aspects business plan. Moi, j'ai souvent tendance à dire que dans les business plans, pas forcément pour toutes les créations d'entreprises, mais on n'analyse pas suffisamment souvent l'activité sous un angle juridique. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être assez structurant dans certains business plans, notamment dans les activités très innovantes. Ça peut être assez structurant de bien voir comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser son activité, de voir ce qui sera faisable, ce qui ne le sera pas. Ça peut avoir un impact très important sur votre business plan, de savoir quels sont les délais de paiement que vous pouvez exiger si vous êtes face à des consommateurs ou face à des professionnels, etc. Donc, l'analyse des activités, l'analyse des contrats, c'est au cœur d'un business plan, au cœur d'une entreprise. Et si ça n'est pas le cas, parce que c'est une activité classique, etc., à minima, c'est une dimension administrative qu'il faut traiter pour une question d'efficacité et parce que les gens vont attendre de vous d'avoir un contrat, donc à minima des conditions générales, etc. Et ça sera généralement même un argument de vente, un argument commercial de rassurer les gens que de leur présenter clairement vos conditions de vente, sans compter que c'est obligatoire si vous travaillez avec des consommateurs. Donc à ce sujet, en matière de contrat, la grande distinction à opérer est fonction, en tout cas en matière de contrat client. On va dire que sur les contrats fournisseurs, vous êtes un peu moins à la manœuvre en général. Donc là, c'est surtout sur les contrats clients que dès le stade de la création d'entreprise, en tout cas, vous avez une réflexion à mener et des choses à mettre en place. Et par rapport à vos clients, il faut distinguer 3 catégories. Suivant que vous travaillez avec des consommateurs, avec des professionnels ou avec des non-professionnels, ce qui est donc des non-professionnels, ce ne sont pas des consommateurs et ce ne sont pas des professionnels comme le nom l'indique. Donc, c'est une catégorie un peu hybride qui est créée par le Code de la consommation. Là, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de ça. J'ai une autre intervention qui explicite les choses en profondeur sur ces aspects-là qui sont un peu complexes. Là, l'idée, c'est juste de donner les grandes lignes directrices. Et donc, en tout cas, il faut savoir qu'on doit distinguer en fonction de la qualité de ses clients. Donc, quand on s'adresse à des consommateurs, on a des contraintes qui sont très fortes en termes à la fois de forme du contrat, puisque là, dans ce cas-là, par exception, on a l'obligation d'avoir un contrat écrit à peine de nullité de votre contrat. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de support écrit, le consommateur pourra très bien dire mais le contrat a été nul, donc remboursez-moi, je vous rends le produit, je vous rends votre prestation, mais remboursez-moi parce que de toute manière, le contrat est nul et il aura raison. Il pourra obtenir la nullité et vous pourrez vous faire être condamné à rembourser. Donc, quand on est dans un contrat de consommation, déjà, quelque chose de très structurant, c'est que pour le coup, l'écrit est exigé à peine de nullité du contrat. Et ensuite, vous avez tout un tas de clauses qui sont prescrites, c'est-à-dire imposées. Vous avez des mentions imposées. Et vous avez des clauses proscrites, c'est-à-dire qui sont interdites. Il y a un certain nombre de clauses qui ne sont pas valables avec les consommateurs. Et on a des degrés de clauses pas valables. Il y en a qui sont juste nulles et il y en a qui peuvent vous attirer des problèmes et des sanctions. Donc, c'est ça qui est structurant, c'est de savoir à qui vous vous adressez. Et en fonction des personnes auxquelles vous vous adressez, vous allez pouvoir structurer alors, soit des contrats types, soit des conditions générales, soit les deux. Un contrat type, c'est un contrat qui est amené à être discuté au cas par cas.
Donc ça, c'est surtout valable, on va dire, entre professionnels. Donc si vous opérez dans le B2B, là, l'usage est assez souvent d'avoir un contrat, une proposition de contrat donc personnalisée qu'on envoie à son client et soit il est d'accord, il le signe tout de suite, soit il a des modifications et donc on fait du sur-mesure et donc du coup, pour bien partir, il faut partir avec un contrat type. Les conditions générales, là, c'est que, alors des fois vous pouvez avoir les deux, hein, en fonction de la typologie des clients et en fonction aussi de des différents produits ou services que vous proposez. Donc vous pouvez avoir et un fonctionnement avec contrat type, par exemple si vous faites du B2B et du B2C, donc si vous adressez à des professionnels et à des consommateurs, vous pouvez avoir une partie de votre activité qui va se faire avec des grands comptes, on va dire, via des contrats sur mesure. Donc là, vous partez d'un contrat type que vous devez d'abord développer avant de le proposer. Et puis, par ailleurs, des conditions générales pour de la vente, on va dire, de détail avec des consommateurs. Donc, on peut avoir comme ça différents cas de figure. L'idée, en tout cas, c'est de bien comprendre les différentes contraintes que vous allez avoir et d'avoir les documents adaptés à chaque cas de figure, sachant que si vous vous adressez à tout le monde, à des professionnels et à des non-professionnels, à des consommateurs, vous avez le choix d'avoir des conditions générales distinctes, ce qui peut avoir le mérite d'un certain allègement du texte, parce que plutôt que de prévoir et de donner à vos professionnels toutes les conditions que vous donnez à des consommateurs, y compris des conditions qui peuvent être plus favorables sur certains aspects parce que le code de la consommation vous y contraint, c'est moins vendeur effectivement dans ce cas-là pour le professionnel d'avoir la vision de tout ce qu'ont les consommateurs et de comprendre que lui n'y a pas le droit. Et en plus, c'est relativement lourd parce qu'à chaque fois, il faut que vous disiez que cette clause-là, elle n'est pas applicable aux professionnels, que celle-là, elle est applicable qu'aux consommateurs, etc. Donc, il y a une certaine lourdeur. Et d'un point de vue commercial, ce n'est pas forcément toujours pertinent s'il y a des différences importantes. Si vous voulez qu'il y ait des différences entre les conditions que vous appliquez aux consommateurs et celles que vous appliquez aux professionnels. L'autre moyen, donc, c'est d'avoir des conditions générales adaptées à chacun de ces profils. Donc ça a beaucoup d'avantages. Enfin, ça a l'avantage de ne pas avoir tous les inconvénients que je viens de citer. Par contre, il y a quand même des inconvénients qui sont liés à ça. Notamment, ça vous oblige, vous, à bien qualifier votre client. Est-il consommateur? Est-il professionnel? Est-il non professionnel? Ce n'est pas forcément extrêmement simple. Donc là-dessus, c'est encore du cas par cas, bien sûr. Vous pouvez avoir plusieurs sites Internet. Vous pouvez avoir à l'intérieur d'un site Internet plusieurs sections avec des rubriques qui sont clairement dirigées les unes vers les professionnels, les autres vers les consommateurs. Donc dans ces cas-là, c'est relativement simple. Si en revanche, les flux ne sont pas aussi bien identifiés, aussi bien canalisés, ça peut être potentiellement un peu plus compliqué de mettre en place une cohérence entre les différentes conditions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, je suis toujours sur la page principale idroit.co/entreprendre. Je suis dans la rubrique sécuriser les contrats. Je vous ai parlé rapidement des contrats de consommation et des CGV et des contrats types. Si vous n'avez pas de questions sur cette partie-là, un petit mot sur les contrats de distribution. Si vous avez, alors là, je parlais surtout des contrats clients jusque-là. Si vous avez besoin maintenant de fonctionner avec d'autres professionnels pour distribuer soit vos produits, soit vos services, ou si vous-même vous allez être un distributeur, vous rentrez dans ce qu'on appelle le contrat de distribution. Et là, on est entre professionnels, donc on peut avoir tendance à penser qu'on va être plus libre. Et c'est le cas, on est beaucoup plus libre. Mais ceci dit, on n'est pas complètement libre. Et je vous ai listé donc, sur la page idroit.co/entreprendre dans la rubrique sécuriser les contrats. Là, je vous ai listé sur le point relatif au contrat de distribution quelques très grandes problématiques qui sont extrêmement structurantes et que j'évoque que de quelques mots. L'idée, c'est d'abord de préciser
très clairement quelle est la nature du contrat. Parce qu'un contrat de distribution, ça n'est pas un régime juridique particulier. Le contrat de distribution, ça n'est pas un concept juridique, c'est une catégorie qui va regrouper différentes réalités. Et dans la distribution, vous êtes dans des situations extrêmement différentes suivant que vous allez faire de la vente ferme, de l'achat pour revente, donc ce qui est la base de l'acte de commerce, ce qui est le modèle commercial le plus classique. J'achète pour revendre et j'applique une marge et je gère des stocks. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la distribution classique. Maintenant, de plus en plus de formes se développent et typiquement, on a quelque chose qui se pratique beaucoup qui est le contrat de commission, par exemple, qui est très, très éloigné de la vente dans le détail. Puisque dans le contrat de commission, le distributeur, qu'on appelle un commissionnaire, va vendre des produits de son mandant, donc du fournisseur, sans les acheter, mais il va les vendre en son nom, comme si c'était bien ses produits, comme s'il les avait achetés, comme s'il les avait achetés pour les revendre. Mais en fait, il ne les a pas achetés, il les vend et il encaisse le produit de la vente et ensuite il donne à son mandant le produit de la vente moins sa commission qu'il déduit lui-même. Et donc, vous voyez, ce mécanisme-là, il est très intéressant parce que le commissionnaire n'a pas de réelle question de gestion de stock. Alors, s'il n'est plus approvisionné et qu'il dépend de son fournisseur, ça finit par être un problème. Mais il n'est pas propriétaire des stocks. Donc, il n'a pas de risque de perte des stocks. Il n'a pas le risque d'être surstocké et de devoir à la fin faire des grosses soldes et de devoir avoir des invendus et des pertes, etc. En plus, le commissionnaire il ne va pas exposer de somme parce qu'il n'a pas acheté, il n'a pas payé son fournisseur, il n'a pas acheté. Donc, du coup, lui, en termes de trésorerie, il va d'abord recevoir de l'argent qui ne lui revient pas puisqu'il va recevoir le produit de la vente plus sa commission. Donc, il aura 100% du prix de vente. Et il va ensuite restituer, imaginons qu'il ait une commission de 20%, il va ensuite restituer les 80% au fournisseur. Et donc, vous voyez que là, ici, stratégiquement, il est dans une bien meilleure situation financière, commerciale, que s'il faisait de l'achat pour revente. Et ici, vous voyez que dans ce genre de relation, alors, quelle que soit votre place, que vous soyez le commissionnaire ou que vous soyez le fournisseur, vous voyez que les risques ne sont plus du tout les mêmes. Ici, globalement, c'est le fournisseur qui est à risque. Il est à risque parce que potentiellement, son commissionnaire a ses produits, les vend, a l'argent qui va avec, y compris la rémunération du commissionnaire, mais y compris la rémunération, la marge du fournisseur et aussi tous les coûts du fournisseur, tous les coûts qu'il y avait pour le produit, par exemple. Imaginons, voilà, le produit, c'est des coûts de production, une marge fournisseur et une marge distributeur. Le commissionnaire, lui, il encaisse tout. Il a 100%. Donc ici, le fournisseur est relativement exposé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, le contrat d'agent commercial, je le cite quand même, c'est un mode qui est un peu hybride par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. L'agent commercial, lui, il agit au nom de son mandant et pour son compte, pour le compte du mandant. C'est-à-dire que lui, il est transparent, il n'apparaît pas. L'agent commercial, il va venir vous voir avec une carte de son mandant, comme s'il était salarié, alors qu'en fait, c'est une entreprise indépendante. Et lui, généralement, il va faire la vente au nom et pour le compte de son mandant. Il ne va pas encaisser l'argent. C'est le mandant, donc le fournisseur, qui lui donnera sa commission après réalisation de la vente ou suivant des termes qui sont convenus entre les parties. Le point d'attention sur l'agent commercial, c'est que quand vous mettez fin à un contrat d'agent commercial, vous devez obligatoirement l'indemniser du fait du contrat, du mandat d'intérêt commun qui existe. On considère qu'en fait, il a participé justement parce qu'il agit au nom et pour le compte de votre entreprise, il a participé à développer sa notoriété, à développer sa clientèle et on doit rétribuer, au-delà des simples ventes qu'il a réalisées, on doit rétribuer le travail qu'il a fait pour promouvoir votre entreprise, sa renommée, développer la clientèle, etc. Et donc, l'agent commercial est
automatiquement, obligatoirement indemnisés, sauf quelques très rares cas particuliers. Et ces montants peuvent finir par être colossaux. Si tout va bien et si il a bien développé vos ventes, au bout de quelques années, l'indemnisation qui lui est due peut finir par être très importante. Donc, bien qualifier, en un mot, hein, bien qualifier la nature du contrat, le type de mode de distribution qu'on utilise, c'est quelque chose de très important. Ça suppose quand même d'abord d'avoir bien compris les différents modes et les enjeux. Et ensuite, donc de bien écrire dans le contrat ce que l'on veut faire et en fonction de ce que l'on fait, de centrer ses points d'attention. Par exemple, un simple exemple, si vous êtes le fournisseur, vous allez faire très attention à la clause de réserve de propriété. Donc là, toujours sur la page, je vous ai listé quelques points sur lesquels je vais aller plus vite. Hein. Bon, l'objet du contrat, définir précisément les produits, le territoire, l'exclusivité, la non-concurrence, la durée. S'il y a des marques, est-ce que vous donnez une licence à votre distributeur, est-ce qu'il peut lui-même à son tour donner des sous-licences? Est-ce qu'il peut sous-traiter une partie du contrat? Le prix, les délais de paiement bien sûr, la livraison, transfert de propriété, transfert des risques, quand on parle d'un contrat relatif à des marchandises, et typiquement cette clause de réserve de propriété qui est extrêmement importante si vous êtes un fournisseur et que vous êtes à risque, particulièrement quand vous travaillez avec un commissionnaire qui va non seulement avoir vos produits, mais avoir 100% du prix du produit en trésorerie avant de vous les renvoyer. Et donc là, comme vous êtes particulièrement à risque, il faut une clause de réserve de propriété. Et si vous voulez, alors dans les liens qui sont en dessous, vous avez pas mal de choses. Typiquement, dans le lien modèle et contrat que je vais vous donner ici dans le fil, vous arrivez sur donc mon second site droit.co guide distribution, et là je voudrais juste vous montrer une clause de réserve de propriété. Voilà, pour ceux qui font de la vente de produits, c'est une clause qui est assez structurante si vous êtes à risque. Et donc, cette clause, elle dit que les produits restent la propriété exclusive du fournisseur tant qu'il n'a pas été payé pour ses produits en substance. Ça, c'est simple. Mais pour que la clause soit vraiment efficace, et notamment en cas de procédure collective du distributeur, il faut rendre la clause un peu plus subtile et dire que ce droit de suite s'applique également au prix ou à la partie du prix de revente des produits et éventuellement même à l'indemnité d'assurance qui pourrait être versée au distributeur, par exemple en cas d'incendie, en cas de destruction par dégâts des eaux, par vandalisme ou autre. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir une clause de réserve de propriété assez forte quand vous êtes particulièrement à risque. C'est pour ça que je dis que l'analyse juridique de l'activité et des contrats est intimement liée à l'analyse de votre business plan au lancement de votre entreprise. Il faut que vous identifiez les zones qui sont stratégiques pour vous, celles qui, au contraire, sont relativement peu importantes. Et en tout cas, il faut que vous fassiez l'effort de cerner les principaux points de risque et de traiter avec les clauses adéquates ces risques. Donc, sur la page que je viens de vous donner, il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Au-delà de ça, là, j'ai fait un petit zoom sur la clause de réserve de propriété, mais typiquement, il y a des modèles de contrat de distribution qui peuvent être intéressants en français et en anglais. Alors, modèle de contrat d'agent commercial, modèle aussi de commissionnaire. Il y a des modèles de franchise ou de distribution, soit en exclusivité, soit en mode multimarque. Donc, vous trouvez tout ça sur la page droit.co/guide distribution, là, le lien que je vais vous donner. Donc, des modèles de clauses et des modèles de contrat à cet endroit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les contrats? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y avait un problème pour les liens, mais que ça a été résolu a priori.
Une petite page sur laquelle j'attire votre attention, je vais faire un commentaire qui va être que très rapide parce que l'idée c'est de lire la page. Donc, je vous mets aussi dans la discussion pour référence. Vous avez bien vu mes derniers envois, hein, là notamment là, idroit.co/contrat, parce que moi j'ai l'impression que les liens sont bien visibles. N'hésitez pas à intervenir hein, si jamais il y a quelque chose qui n'apparaît pas ou qui pose problème. Non, c'est bon, Franck, on voit tout. Ouais. Ok, parfait. Donc, sur la page idroit.co/contrat, vous avez là une petite présentation des contrats en droit français, de la définition et du régime des contrats en droit français, avec des renvois vers le Code civil. On a la chance en France d'être dans un droit de tradition de codification. Et alors, tout n'est pas codifié. Hein, de plus en plus, on a des textes épars, il faut les chercher, etc. Mais on a quand même beaucoup de choses qui sont bien codifiées, qui sont propres. Et en l'occurrence, sur les contrats, surtout que ça a été refondu il y a quelques années, on a un corpus juridique qui est clair et donc ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à ce qu'on peut connaître en droit anglo-saxon ou dans un certain nombre de systèmes juridiques où on n'a pas forcément une codification et un effort d'ordonner les différentes règles avec des chapitres, avec une cohérence. Donc, en droit français, c'est assez facile de rentrer dans le sujet, d'appréhender le sujet. Et cette page, elle est destinée à vous aider à appréhender rapidement la globalité du régime des contrats et à plonger directement dans le Code civil pour avoir un peu plus d'informations. Une autre page que je ne vais pas plus commenter que ça, c'est un modèle de CGV pour le e-commerce. Donc là, ce modèle, il s'adresse particulièrement à un cas de vente de produits. Donc, on a des choses qui sont assez particulières, qui sont vraiment faites pour les produits et non pas pour les services. En descendant ce modèle, juste un bref commentaire. Vers la fin, vous trouvez des choses sur le règlement des différends, la médiation, le règlement extrajudiciaire des litiges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec des consommateurs, vous avez l'obligation d'avoir désigné un médiateur. Donc, non seulement vous devez avoir cette clause qui est obligatoire, après la manière dont je l'ai écrit, tout n'est pas toujours obligatoire dans ce que j'écris. La clause en elle-même est obligatoire et un certain nombre de mentions. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Je suis dans cette clause médiation, là, le dernier lien que je viens de vous donner, plutôt vers le bas, et je vois, conformément à l'article R616-1 du Code de la consommation, il est précisé que les coordonnées du médiateur de la consommation dont l'entreprise relève sont les suivantes. Oui, on a une obligation de préciser les coordonnées du médiateur. Donc ici, en tout cas, l'existence de la clause et dans les grandes lignes son contenu répondent à des prescriptions du Code de la consommation. Et donc, typiquement, un petit zoom sur ça. Si vous adressez à des consommateurs, vous avez l'obligation de désigner un médiateur et de donner ses coordonnées dans vos conditions générales. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Vous devez absolument désigner un médiateur et conclure un contrat avec lui avant de vendre vos produits quelque part. Donc ça, c'est une obligation qui est un peu récente. Enfin, ça date quand même d'il y a quelques années, mais que beaucoup de gens ignorent. Et donc, je voulais juste attirer votre attention sur ça. L'obligation de choisir un médiateur. Alors, il y a des professions comme des professions réglementées, par exemple les avocats. On a un médiateur qui est désigné par notre ordre. Donc, moi, j'ai fait aucune démarche. J'ai le médiateur des avocats parce que j'appartiens à un ordre. C'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les architectes. Voilà. Donc, les professions réglementées, généralement, leur ordre a désigné un médiateur et donc, il faut juste savoir quel est ce médiateur et donner les coordonnées, etc. Si vous êtes dans un cas plus général d'activité non réglementée où vous êtes seul, alors à ce moment-là, il y a deux cas de figure. C'est soit vous avez une association, vous adhérez volontairement à un syndicat d'entreprise, à une association professionnelle et cette association a un médiateur et vous en fait bénéficier. Donc par l'adhésion, vous avez le droit au médiateur, un peu comme je viens de le dire pour les professions réglementées.
Et donc, auquel cas, voilà, c'est assez simple pour vous. Soit vous êtes membre, vous n'êtes pas membre, et à ce moment-là, c'est à vous d'aller chercher un médiateur, de le contacter et de conclure un contrat avec lui. Ensuite, sur les contrats, là, je viens de parler un peu plus de la vente. Donc maintenant, un modèle de contrat sur la prestation de service. Alors, c'est différent. On a tendance à dire que c'est peut-être plus léger, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a un certain nombre de mentions qui ne sont pas obligatoires pour la vente, qui le sont pour les contrats de prestation de service. Donc, à la fin, le contrat de prestation de service est aussi, quand il est dans le champ du code de la consommation, en tout cas, il est assez précisément encadré. Mais si c'est un contrat qui est conclu entre professionnels, bien entendu, vous aurez quelque chose de beaucoup plus léger. Donc là, le modèle de contrat de service que je viens de vous donner, c'est un modèle de prestation de service conseil type, mais dans le domaine B2B et non pas dans le domaine des consommateurs. Donc là, je vais donner un exemple de CGV consommation et un exemple de CGS B2B. Est-ce que vous avez dans le cadre, excusez-moi, dans le cadre de B2B de prestations de services dans le cadre sur une plateforme Internet, est-ce qu'il y a des contrats types, des conseils types et un lien Alors, vous vendez sur la plateforme ou vous êtes la plateforme? Je suis la plateforme. Alors, si vous êtes la plateforme, là, c'est un grand sujet parce que, alors oui, j'ai des choses. Alors, est-ce que c'est en ligne? Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de choses sur les plateformes. J'ai travaillé sur différents types de plateformes, enfin, des plateformes dans différents domaines. Et encore récemment, maintenant, est-ce que c'est publié en ligne? Je ne suis pas sûr que j'ai publié sur des modèles sur les plateformes principalement parce que chaque cas est vraiment très particulier souvent sur les plateformes. Enfin, on a souvent, voilà, si c'est une plateforme qui va s'adresser à des produits pharmaceutiques, on va avoir tellement de choses particulières au domaine pharma, cosmétique, que c'est pas vraiment comparable avec quelque chose qui va être sur des produits non réglementés. Sur des produits alimentaires, ça sera encore d'autres problématiques qui vont vraiment structurer les conditions. Donc, en fait, je ne crois pas avoir publié. J'ai peut-être publié quelques modèles comme ça. Par exemple, oui, dans le domaine de la restauration, je pense que sur la page droit.co, guide distribution, là, normalement, il y a un modèle qui est pour une plateforme dans le domaine de la restauration, il me semble. Mais il s'agit plutôt de plateformes pour délivrer des services et non pas des produits, des services informatiques. Alors, ça va dépendre. Oui, d'accord. Les services Internet. Ça va dépendre de votre activité. Ce qu'il faut savoir sur les plateformes, c'est qu'on a des réglementations qui se font de plus en plus contraignantes. Là, dernièrement, il vient d'entrer en vigueur de nouvelles règles qui proviennent pour une grande partie de la transposition d'une directive européenne. Et ça va continuer dans les mois qui viennent, voire années au plus loin, mais même dans les mois qui viennent, il va y avoir des réformes qui vont se succéder, qui sont déjà prévues par les textes européens, mais qui ne sont pas encore entrés en vigueur. L'idée globale, c'est qu'on va tendre vers plus d'obligations pour les plateformes. Alors, pour des petites plateformes dans le domaine des services, des gens qui créent, etc., ça peut paraître fâcheux et pas nécessaire, mais globalement, les règles qui vont venir ne vont pas, à mon avis, avoir un impact structurant négatif sur ces plateformes. Par contre, typiquement, les très grandes plateformes qui aujourd'hui sont très dominantes et qui arrivent finalement à contourner dans les faits beaucoup les règles en se retranchant derrière le fait que moi, le vendeur est chinois, je ne le connais pas, c'est lui qui est responsable, donc adressez-vous à lui. Ah oui, mais le vendeur chinois, derrière, il y a une boîte mail, mais en fait, ça sonne dans le vide et en fait, il a disparu, il n'existe plus. À qui on s'adresse? À personne, on laisse faire. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème qui est identifié par les institutions européennes, qui est identifié par les hauts fonctionnaires, qui est identifié par les hommes politiques. Et c'est un problème qui va trouver une réponse avec une graduation des règles et des contraintes sur les plateformes. Donc ça, c'est un domaine, là, je ne peux pas rentrer dedans parce que c'est trop spécifique. Oui. Mais si vous êtes la plateforme,
il faut avoir une veille réglementaire pour anticiper les nouvelles obligations qu'on va faire aux plateformes. Si vous vendez sur une plateforme, il faut les suivre aussi parce que ça va avoir tendance à vous donner généralement plus de droits et aussi, dans une certaine mesure, à plus vous responsabiliser. Donc, il faut suivre ces évolutions. Plus précisément, il s'agit de mise en relation de partenaires clients-fournisseurs sur une plateforme dans les industries mécaniques, par exemple. D'accord. Bon, là, moi, j'ai pas de choses standards publiées. Et Ok, donc, du merci. coup, la dernière chose que je voulais vous montrer sur les contrats, pour avoir un petit échantillon, c'est un contrat cette fois-ci en matière de licence de logiciels informatiques ou d'applications mobiles, puisque c'est quelque chose qui se développe bien comme secteur. Et donc, avec ce modèle-là, on est vraiment dans le domaine d'une application qui pourrait être proposée sur des plateformes comme celle d'Apple ou d'Android. Donc voilà, ici on est forcément dans quelque chose de très spécifique. Ça n'a rien à voir avec des CGV pour la vente de produits ou avec un contrat pour la prestation de services. Et donc ici, vous avez un modèle, un exemple de ce qui peut se faire dans ce domaine-là. D'un mot, les contrats internationaux. Il faut savoir que dans ce domaine des contrats internationaux, on a une très très grande spécificité et l'objectif principal pour sécuriser vos contrats, c'est de définir précisément quel est le droit applicable et quelles sont les juridictions compétentes en cas de litige. Pour le reste, j'ai toute une formation que je vous propose à l'adresse que je donne là. Enfin, ici, c'est donc la synthèse de la formation. C'est un support que j'utilise pour faire cette formation. Et dans le cadre de cette page-là, hydroit.co/contrats internationaux formation, vous avez accès à un petit résumé de la formation et vous avez accès au texte, à des infographies et comme toujours à des modèles et notamment à des modèles de contrats internationaux et des modèles de clauses typiques des contrats internationaux. Donc pour ça, une page qui résume un petit peu les choses, je vous la mets tout de suite, c'est droit.co/contrat-international. Sur cette page, en bas de cette page, vous avez notamment des choses très particulières comme le modèle de clause de droit applicable désignant un droit étatique. Ça, c'est justement classique. Il faut systématiquement avoir ce genre de clause quand on est dans un contrat international. Et si on est dans un contrat interne, pour être sûr d'avoir aucune ambiguïté, il est quand même fortement recommandé d'avoir aussi systématiquement ce genre de clause. C'est des clauses qui sont aussi simples que de dire, c'est une phrase, le présent contrat est régi par le droit français. Et rien que ça peut permettre d'éviter énormément de débats. Donc là, je vous donne cette clause qui, pour le coup, est classique. Par contre, je vous ai annoncé une clause non classique. Et alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très spécifique, très particulier, que même beaucoup de juristes ne connaissent pas en fait l'existence du contrat autonome. Donc là, je vous donne mon modèle, qui est un modèle très personnalisé. C'est vraiment ma façon de bien exprimer cette caractéristique d'un contrat international autonome, un contrat dit sans loi. Encore une fois, comme peu de gens, même parmi les juristes, appréhendent le concept, l'idée est de bien expliquer ce que l'on veut faire. Et donc, dans le cadre d'un contrat international, cette clause, elle a l'intérêt de permettre au contrat d'exister indépendamment de tout droit étatique. Ça peut être un bon compromis si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vos distributeurs étrangers ou vos fournisseurs étrangers. Ils veulent imposer le droit russe ou le droit américain. Vous voulez imposer le droit français. À la fin, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Vous pouvez utiliser cette clause. La problématique, c'est de bien l'expliquer, encore une fois. Là, j'ai le souvenir récemment d'avoir discuté ça avec des avocats indiens qui ne voyaient pas du tout de quoi je leur parlais. Que les discussions ont duré un peu de temps, le temps qu'ils se renseignent. Donc, voilà, il faut savoir que ça, c'est vraiment pas quelque chose de classique. Mais dans le domaine international, c'est un peu une botte secrète qui peut débloquer des situations, notamment de négociations difficiles sur
quel va être le droit que l'on va retenir pour notre contrat. Et puis, quelque chose de classique, la clause attributive de compétences exclusives. Et donc, à chaque fois, les clauses que je vous donne, là, ces clauses-là, en tout cas, sont bilingues. Donc, vous avez un modèle de contrat en français, vous avez un modèle de contrat en anglais. Sur la distribution, j'ai plusieurs modèles de contrat qui sont en français et en anglais. Et vous avez beaucoup de clauses que je vous propose en bilingue français et anglais. Donc voilà, j'ai fini sur cette partie sur les contrats, sauf si vous avez des questions. Alors, y a-t-il quelques petites questions? Alors, je vois sur le médiateur, il faut chercher sur Internet parce que vous avez un site public qui va lister les médiateurs. Alors là, je ne l'ai pas en tête et je pense que j'ai un guide sur les médiateurs là, à partir du modèle sur la clause de médiation. Sur mon site Internet, vous allez retrouver, j'ai un petit guide sur la médiation et normalement, de là, je cite le site Internet officiel public sur lequel vous allez trouver les coordonnées. Et vous verrez, c'est organisé par domaine, c'est assez clairement fait. Sinon, vous pouvez chercher directement sur votre moteur de recherche favori, vous tomberez dessus. Médiateur, site officiel, enfin voilà. Je pense que c'est un site du ministère de l'économie qui se termine en .gouv.fr. Donc, pas de questions a priori. Alors, quel est votre site? Je ne sais pas à qui s'adresse la question. Quel est votre site, oui. Mes sites, ce sont les sites idroit.co et droit.co qui sont dans la conversation, là tout au-dessus, à chaque fois. Non, oui, le site restera disponible. Je n'ai pas de limite de date. Je ne promets pas que tout restera comme ça parce que l'idée, c'est continuellement de l'améliorer, de le développer. Donc, il y a des choses qui bougent. Mais là, en tout cas, la page droit.co, enfin idroit.co/entreprendre est une page qui restera et la plupart des liens resteront sans limite de durée. Maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, je vais remanier. Donc, les contenus peuvent bouger, peuvent changer d'endroit, peuvent être mis à jour, peuvent être répartis un peu différemment, mais en tout cas, l'idée, c'est que vous garderez l'accès à ce qu'on vient de voir ensemble en substance. Bon, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors là, je continue à avancer parce que l'heure aussi avance. Donc maintenant, un mot sur les traitements de données personnelles. Bon, là, ça sera vraiment plus court parce que à la limite, c'est presque le plus compliqué si on voulait rentrer dans le détail. Mais les outils que je vous donne permettent normalement de gérer simplement les choses. Donc, moi, je vais me contenter d'expliquer juste les grandes lignes. Donc, je vous l'ai dit ce matin, je vous dirais que vous êtes tous concernés par tout. Ce que j'évoque, bon, c'est sans doute vrai sur ces sujets-là, encore sur le sujet des traitements de données personnelles. Un traitement de données personnelles, donc c'est dès lors que vous allez avoir deux noms de prospects ou de clients ou de contacts sur un carnet d'adresses, ou qu'il soit physique, papier ou virtuel, même des petites fiches comme on a encore des fois, comme on avait beaucoup dans le passé, des petites fiches cartonnées dans des armoires faites pour ça avec des tiroirs, etc. On est dans un traitement de données personnelles. Donc, ce n'est pas forcément sur support informatique, ce n'est pas forcément avoir une grosse base. Dès que vous avez deux noms et que vous les avez voilà, dans un carnet d'adresses, dans un système organisé, vous êtes dans un traitement de données personnelles. Et donc, vous êtes responsable du traitement de données personnelles. Et à ce titre, pour faire simple, depuis le RGPD, c'est le règlement européen qui réglemente aujourd'hui les traitements de données personnelles et qui vient compléter, enfin, ou qui est complété par le droit national, parce qu'en France, on a toujours notre loi informatique et liberté qui a été mise à jour pour intégrer le RGPD, mais qui intègre aussi d'autres choses, parce que ce règlement européen, il est d'application directe dans tous les États membres, donc il prévoit la plupart des règles, mais il laisse sur certains points des options aux États. Donc, votre corpus de référence, c'est bien ce règlement européen qui se trouve facilement sur eurlex.eu, c'est le site officiel de l'Union européenne sur lequel vous retrouvez les textes. Donc, moi, à partir de mon site, à partir des différentes rubriques, vous retrouverez le règlement et vous aurez le règlement soit en PDF, soit en HTML. Enfin, vous aurez le texte officiel du règlement.
Donc, ce règlement, il est d'application directe tel que vous le lisez, il s'applique directement dans le droit des États membres, mais il y a un certain nombre de clauses où le règlement renvoie au droit des États membres pour préciser certaines choses, pour sélectionner une option ou une autre, etc. Et donc, du coup, votre corpus de référence, c'est à la fois le RGPD et la loi française, informatique et liberté, mise à jour. Donc voilà, globalement, vous allez faire des traitements de données personnelles pour gérer vos contacts et vos clients, pour gérer vos prospects, pour gérer vos partenaires, pour gérer vos employés si vous en avez, vis-à-vis de vos fournisseurs, vos contacts chez vos fournisseurs. Donc, vous allez être au cœur de ces traitements de données personnelles. La question, c'est d'abord de les cartographier, de savoir quel traitement vous faites et pourquoi vous faites ces traitements. Et ça, c'est absolument fondamental parce que ça vous permet déjà de mesurer quelles mesures vous allez devoir mettre en place et de pouvoir rédiger les actes que vous allez devoir rédiger. Pour faire simple, vous allez devoir faire un modèle de registre de traitement des données personnelles et une politique de traitement des données personnelles. Donc, les liens que je vous donne, tout d'abord, c'est un lien vers un petit audit. C'est quelque chose donc, qui est fait pour être relativement interactif, c'est-à-dire que typiquement, ça commence étape 1, le RGPD est-il applicable ? Existe-t-il un traitement de données personnelles contenues ou appelé à figurer dans un fichier ? Le traitement est-il effectué par une personne physique, etc. etc. Bon, plus on descend, on a les réponses à chaque fois et on permet de voir dans quelle situation on est. Typiquement, à la fin, on conclut non, le RGPD n'est pas applicable, inutile d'aller plus loin. Bon, a priori, vous ne serez pas concerné. Ou oui, le RGPD est applicable, donc on passe à l'étape 2. Le traitement de données personnelles est-il sensible? Donc ça, c'est extrêmement structurant de savoir quelles données on manipule. Si c'est juste des données de contact, de prospects, de clients, de partenaires, typiquement le nom, le prénom, éventuellement même la date de naissance qui n'est pas considérée comme sensible, l'adresse email, l'adresse postale, le numéro de téléphone, etc. On n'est pas dans des informations sensibles. Par contre, si vous êtes dans le domaine médical et que vous avez dans votre traitement de données personnelles les pathologies des personnes, leur maladies, leurs antécédents médicaux, etc. Là, vous êtes dans un traitement de données ultra sensible. Pareil, si votre traitement de données personnelles inclut une dimension de conviction politique, religieuse, philosophique des personnes. Là, vous êtes dans des traitements très sensibles. Bon, le cas de figure global, c'est que vous serez sur des données qui ne sont pas sensibles. Et vous avez dans tous les cas de figure des obligations à minima qui sont des obligations de sécurité. Ensuite, vous allez obligatoirement devoir tenir un registre des activités de traitement. Vous n'allez pas toujours, normalement, si vous avez des activités qui ne sont pas très sensibles et que vous faites des traitements de données personnelles relativement classiques de prospects et clients, normalement, vous n'aurez pas l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, le fameux DPD, DPO en anglais. Donc, en général, vous n'aurez pas à le faire. Si vous faites des traitements classiques, vous n'aurez pas non plus l'obligation d'effectuer une analyse d'impact. Une analyse d'impact, c'est quelque chose de plus poussé que mon petit audit. En fait, ça commence quand même par un petit audit comme ça. Pour savoir si on fait une analyse d'impact, il faut quand même déjà avoir commencé à analyser ces traitements de données personnelles. Donc, je vous l'ai dit, sauf exception qui, à mon avis, ne pourra pas s'appliquer à des profils classiques de création d'entreprise, vous aurez l'obligation de mettre en place un traitement de données personnelles, un registre des traitements de données personnelles, pardon. Donc là, je vous en donne un exemple qui est destiné à être assez simple, à ne pas répéter les informations plusieurs fois. C'est pour ça que je l'ai regroupé de cette manière. En haut, on regroupe toutes les activités on explique toutes les activités de traitement de données personnelles, mais on essaie de faire en sorte que les informations qui sont communes aux différentes activités ne soient données qu'une fois pour essayer d'avoir un document un peu plus léger. Donc voilà le modèle de registre de traitement des données personnelles que je peux proposer. J'ai d'autres formes de modèles que je propose qui se retrouvent à partir de mon site. Et là, c'est un modèle un peu sous forme, on va dire, intellectuellement, qui est conçu sur un support type traitement de texte, Pages ou Word,
mais j'en ai un autre qui est plutôt sur donc un autre modèle de registre pour des registres plus lourds, plus compliqués, qui va être sur un modèle plutôt de feuille de calcul, donc Excel ou Numbers. Vous n'avez aucune obligation de forme pour ce registre, contrairement au registre en matière de droit des sociétés, où vous devez avoir des registres cotés et paraphés. Une fois que vous avez créé votre société, c'est la prochaine étape, avoir ces registres cotés et paraphés. Ici, là, non, le registre, il peut être sur n'importe quelle forme. Vous n'avez pas d'obligation spécifique d'horodatage ou de choses comme ça. Il faut juste que le registre existe. D'un mot, s'agissant des registres pour les sociétés, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de cette intervention, mais j'ai une page, alors par exemple, sur des guides et des modèles qui vous permettent de créer votre SASU tout seul, où vous avez toutes les étapes à suivre. Donc, je vous donne ce lien-là. Et à la fin de ça, vous avez un lien vers justement les différents registres obligatoires. Une fois que vous avez créé votre société, registre juridique obligatoire par exemple ici pour une SAS, mais donc il y a des registres obligatoires en matière de droit des sociétés pour les autres sociétés comme par exemple la SARL ou bien sûr la SA. Donc l'idée c'est effectivement une fois que vous créez votre entreprise d'avoir la vision aussi derrière de ce que vous devez mettre en place et donc si possible de faire ça avant de vous être lancé, parce qu'une fois que vous vous serez lancé, vous aurez beaucoup moins de temps a priori. Et donc, la bonne pratique, c'est bien de réfléchir à tout ça avant de se lancer, sans doute même avant de créer la structure, et d'avoir une vision de tout ce qu'on doit faire pour que cette phase administrative ne vous gêne pas ensuite, une fois que vous serez lancé. Bon, alors j'ai différents modèles. Hein, là, je reviens sur ma page principale, droit.co/entreprendre. Il y a différents modèles pour les mentions au moment de la collecte des données. Là, je vous renvoie à toute la rubrique sur les données personnelles pour mieux cerner toutes les obligations du RGPD. Et là, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais je vous donne typiquement ici un lien direct vers quelque chose qui sera assez structurant. C'est vous avez l'obligation globalement d'informer les gens dont vous collectez les données au moment où vous collectez les données. Et pour ça, vous avez l'obligation d'utiliser des clauses d'information. Il y a un certain nombre de mentions qui sont obligatoires dans cette information, c'est des informations qui sont prescrites par le RGPD. Et donc ici, moi, je vous donne un certain nombre de clauses qui peuvent, a priori, cerner la plupart des cas de figure classiques. Voilà, la page de synthèse sur le RGPD, je vous la donne là. Elle est toujours sous la petite rubrique que je vous donne, mais je vous la donne ici en accès direct dans la conversation. Alors, je pense qu'on peut enregistrer la conversation. Donc, c'est pour ça, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que je mets là tous les liens en direct pour que vous puissiez potentiellement enregistrer toute la conversation à la fin et revenir sur ces liens en direct. Mais sinon, bon, ils sont sur ma page principale. Alors voilà, un lien important et j'en aurai terminé sur les traitements de données personnelles. Un lien très important, c'est la fameuse politique de traitement des données personnelles. Donc là, ici, le lien vous permet d'accéder à ce modèle de politique de traitement des données personnelles qui est vraiment l'outil en principe qui est indispensable à toute entreprise parce qu'en réalité, pour informer les gens dès les premiers contacts, etc., le plus simple, c'est clairement d'avoir ce type de politique de traitement des données personnelles. Ça fonctionne un peu comme des conditions générales. Vous avez ça tout prêt. Soit vous l'avez sur votre site internet, vous envoyez le lien. Soit vous l'avez en format PDF, vous le donnez attaché à vos emails. Et c'est ce qui vous permet de satisfaire à vos obligations en matière de RGPD. Donc, il y a deux outils fondamentaux. Une fois que vous avez fait votre audit, votre analyse et que vous savez quel type de traitement de données personnelles vous faites, une fois que vous avez pris conscience de la nécessité d'avoir des moyens de sécurité forts, etc., pour protéger les données personnelles. Les deux outils, concrètement, c'est le registre de traitement des données personnelles et cette fameuse politique de traitement des données personnelles qui va vous servir à tout bout de champ comme des conditions générales.
Et j'en viens maintenant d'un mot au commerce électronique. Alors pour le coup, vraiment d'un mot, parce que justement parce que c'est un sujet à la fois très complexe et pour lequel j'ai beaucoup de choses qui sont sur mon site et pour lesquelles je peux simplement envoyer. Alors à commencer par une petite infographie qui montre assez rapidement les grandes problématiques du commerce électronique. Hein. Donc ici, je parle autant de protéger la propriété intellectuelle du site internet que des conditions générales, des traitements de données personnelles, des problématiques aussi liées aux cookies, au démarchage à distance, etc. Ensuite, la page clé, c'est donc vraiment qui est la page pivot, donc un peu l'équivalent de la page idroit.co/entreprendre, qui était ma page pivot de ce matin. Pour l'entreprise numérique, j'ai une autre page pivot qui en fait a vocation à faire une petite synthèse des problématiques applicables, donc là en l'occurrence en matière numérique, en matière de e-commerce, et de renvoyer vers les autres contenus. Donc globalement, c'est à partir de cette page-là que vous pouvez, pour ceux qui sont concernés, aller voir tout ce qui va concerner typiquement les mentions obligatoires de site internet, les conditions générales d'utilisation de site internet, les mentions obligatoires par rapport aux cookies, hein, aux traceurs, avec des modèles de mention obligatoire de site internet. Là, je vous les donne en lien direct, mais vous les retrouvez à partir de cette page. Donc là, à distinguer en fonction de votre activité, de ce que vous proposez sur votre site internet. Si vous faites directement du commerce dessus, ça sera différent de si c'est juste un site purement vitrine. Et les modèles sur les cookies. Alors là, généralement, vous allez utiliser des sites internet, des éditeurs de sites internet qui proposent des choses, mais ils vous disent c'est votre responsabilité d'être conforme au RGPD et nous, on vous propose une mention générale, mais à vous de valider qu'elle est bien ou pas. Et effectivement, en général, les mentions qui sont proposées de base ne sont pas forcément complètement conformes au RGPD. Donc, il faut être vigilant alors, sur la politique de traitement des données personnelles, ça c'est une chose, mais aussi sur les traceurs, les cookies, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Souvent, ils se recoupent, ils sont proches, mais ce sont deux sujets différents. Et donc, bon, là, j'ai différents guides et pas mal de modèles sur les traceurs. Je vous donne une page assez simple, assez opérationnelle sur les modèles de mention pour les traceurs. Donc voilà, sur l'aspect numérique, l'idée c'est d'aller sur cette page guide juridique de l'entreprise numérique et donc de pouvoir explorer dans le détail la liste des mentions obligatoires, autant par rapport au site internet de manière classique que par rapport aux cookies, ce genre de choses. Donc j'ai fini l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en me centrant sur l'essentiel, à mon avis, quand on est dans la perspective de créer son entreprise très prochainement ou de l'avoir créée depuis peu. Voici donc ce que je vous ai présenté comme étant les problématiques, à mon avis, essentielles que vous devez traiter maintenant. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'ordonner les choses, d'avoir déjà une vue d'ensemble, que vous ayez une vue d'ensemble, de comprendre les principales choses qu'il va falloir mettre en place. Et puis, n'hésitez pas à utiliser ces modèles, ces guides pour concrètement pouvoir mettre en place cela. Dans tous les cas où c'est simple, mes guides et mes modèles sont conçus pour vous permettre de le faire vous-même. C'est dans les cas où ce serait beaucoup plus compliqué que pourrait se poser la question effectivement d'avoir des conseils personnalisés, une analyse personnalisée par rapport à ce que vous faites. Mais l'idée, c'est que si vous êtes dans des cas de figure assez standards, vous n'êtes pas obligé d'engager des frais colossaux avant de lancer votre structure. Avec mon site internet, mes sites internet, j'ai vocation à aider les entrepreneurs à pouvoir se lancer sur un mode un peu do it yourself, donc avec un encadrement, mais avec
normalement une sécurité juridique. L'idée, c'est de pouvoir comprendre, en tout cas, quand vous n'êtes pas dans un cas standard et que vous avez besoin de sur-mesure et que les modèles standards ne sont pas pertinents.